Ce qui retient l'attention dans l'actualité en Côte d'Ivoire ce mardi, c'est l'ouverture officielle de la première conférence mondiale sur le cacao par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les participants invités à trouver des pistes de solutions pour une filière cacaoyère durable. Et puis fin de la grève des enseignants, le gouvernement se saisit des revendications. Dans quelques instants, la déclaration du ministre de la fonction publique. Goma, en République démocratique du Congo, est tombé ce soir entre les mains des rebelles du M23. Le président Joseph Kabila appelle à la mobilisation de la population contre ces attaques. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. On commence tout de suite par ce qui retient l'attention dans l'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la première conférence mondiale sur le cacao. Elle s'est ouverte officiellement ce mardi à l'hôtel Ivoire d'Abidjan et c'était en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, les industriels, les représentants des producteurs et les experts invités à trouver des pistes de solutions pour une filière cacaoyère durable et répondre à la demande des pays émergents. Sur place pour vous, Alidé Rassouba. La Côte d'Ivoire, numéro 1 mondial dans la production du cacao, abrite un rendez-vous historique, la première conférence mondiale sur le cacao. Plus d'1 millier de personnes ont pris part à la cérémonie d'ouverture, tenue ce mardi en fin de matinée à l'hôtel Ivoire d'Abidjan. Au premier rang des invités, le chef de l'État ivoirien, le docteur Alassane Ouattara, et les représentants de ses homologues n'ayant pu effectuer les déplacements pour l'événement, entre autres le Premier ministre du Gabon, Raymond Sinan, représentant le président gabonais, le ministre de l'Agriculture du Cameroun, représentant le président Paul Biya. À noter aussi la présence de ces nombreux industriels, négociants chocolatiers, représentants des producteurs et les experts, mobilisés pour cette grande messe initiée conjointement par l'Organisation internationale du cacao, ICCO, et la Côte d'Ivoire, le leader mondial. Que doit-on attendre de cette rencontre? Le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly, président du comité d'organisation, est formel. La présente conférence a donc pour but d'identifier clairement les défis auxquels est confrontée l'économie cacaoyère mondiale. Elle a surtout pour objectif de nous accorder sur les solutions pour une économie cacaoyère durable ainsi que sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre des dites solutions. Pour Jean-Marc Angan, directeur exécutif de l'ICCO, Organisation internationale du cacao, cette première conférence mondiale est impérative, sans quoi la consommation du cacao sera un luxe dans les prochaines années. Au cours de ces dernières années, le marché mondial a connu plusieurs déficits de production. Et par conséquent, le prix de la fève est remonté. Et ces 5 dernières années, nous avons observé une évolution des cours. Et la tonne de cacao est vendue aujourd'hui à environ 2500 $. Le modèle économétrique de l'Organisation internationale du cacao nous indique que si nous n'y prenons garde, c'est le même scénario qui nous attend dans les années à venir, à savoir des prix qui vont flamber, suivis de chutes dramatiques. C'est ce scénario que nous voulons éviter. Ce rendez-vous est destiné à coordonner les initiatives face à la croissance de la demande et aux périls qui planent sur les plantations de cacao. À en croire le président de la République Alassane Ouattara qui a ouvert solennellement les travaux, la conférence mondiale permettra de trouver des pistes de solutions pour répondre à la demande des pays émergents, notamment la Chine. Les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés sont ceux de la consommation qui appellent une transformation durable, elle-même fondée sur une production durable du cacao. Et l'adaptation continue des produits aux exigences du consommateur des marchés dits matures et l'offre de nouveaux produits apporteront un début de solution au défi de la consommation durable. Ce défi ne sera relevé que lorsque la base des populations consommatrices des produits issus du cacao aura été élargie de façon effective et durable. L'avenir démographique du monde se situe donc chez ceux qui ne consomment pas encore suffisamment de produits issus du cacao. Je veux parler bien entendu des pays émergents en général et surtout de l'Afrique qui assure 70% de l'offre mondiale. C'est pourquoi je souhaite que cette conférence propose des pistes en vue de créer la dynamique
d'un élargissement de la base des consommateurs. L'accroissement de la demande mondiale de cacao sera la résultante de la stimulation de l'utilisation des produits industriels pour satisfaire les besoins alimentaires, cosmétiques et paramédicaux. La consommation durable ne saurait être assurée sans une transformation durable. Et à cet égard, l'industriel, véritable interface entre le producteur du cacao et le consommateur final, se doit de répondre à toutes les exigences en matière de sécurité alimentaire et environnementale. La production durable constitue quant à elle la troisième dimension qui permettra de réaliser l'économie durable du cacao. Elle est assurément celle qui suscite le plus d'intérêt des participants à cette conférence. L'amélioration de la qualité et de la productivité, le vieillissement des vergers et la concurrence d'autres cultures comme l'EVA et le palmier à huile en plein essor sont essentiellement les grands défis de la filière cacao évoqués à ce forum. Rappelons que la Côte d'Ivoire représente à elle seule 35,6% de la production mondiale de cacao avec 1,41 million des 3,962 millions de tonnes attendues pour la récolte 2011-2012 devant le Ghana 21,7% et l'Indonésie 12,1%. Et en marge de la conférence, une exposition ouverte hier se tient tous les jours jusqu'à vendredi prochain. Objectif clé, montrer ce qui se fait autour du cacao, souligner surtout les actions pour la durabilité de l'économie cacaoyère. On retrouve Noël Niagno. Le cacao, en plus d'être une matière économique, c'est aussi une matière sociale. En Côte d'Ivoire, ils sont environ 800 000 à vivre du cacao. Que fait-on avec le cacao qui gravite autour du cacao? Comment? À quelle fin? Voilà la trame de l'exposition ouverte hier par Oussou Jano, Premier ministre. Il a situé d'entre de jeu la place et l'importance du cacao pour la Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire en Côte d'Ivoire que c'est grâce au cacao que nous sommes aujourd'hui, que nous avons pu former de nombreux cadres, nous avons bénéficié de bourses. La Côte d'Ivoire au cœur de la conférence mondiale. Voilà la traduction de cette place. À l'intérieur du stand sont visibles les principaux acteurs, le CNRA, le Centre national agronomique. Son espace est à la dimension de son importance dans les performances de la Côte d'Ivoire. De 1954 à 2007, le rendement est passé de 0,3 kg à l'hectare à plus de 3 tonnes à l'hectare, avec le cacao Mercedes. Sans oublier les luttes contre les maladies et les recherches pour trouver les plantes hybrides qui résistent aux maladies telles le Cholanchut. Juste à côté du CNRA, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, structure d'encadrement du monde paysan. Elle est partout en Côte d'Ivoire pour conseiller et former les producteurs. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Une fêtière pour le financement de la recherche et le conseil, pour une meilleure productivité. Le conseil Café Cacao, la nouvelle structure, elle est en train de faire ses classes avec la campagne Cacao 2012-2013. Le Conseil national de surveillance pour la sensibilisation contre la pire forme de travail des enfants, soutenu par Dominique Ouattara, la première dame, n'est pas en reste. Le tout chapeauté par le ministère de l'Agriculture. En somme, la Côte d'Ivoire traduit ainsi sa volonté de maintenir, voire améliorer son leadership. Ça, c'est l'action institutionnelle. Mais autour gravitent des privés, l'usine de fabrication des sacs jute. Les responsables sont prêts à accompagner la durabilité de l'économie cacaoyère. Des sacs pour conditionner les produits, oui, mais permettre une bonne production en protégeant les arbres contre les parasites renforce également la durabilité de l'économie cacaoyère. Les Suisses, à travers Saint-Gita, s'en préoccupent. Au niveau de la transformation des privés ivoiriens se signale. Ils sont à cette exposition pour démontrer leur capacité à participer à la durabilité de l'économie cacaoyère. Pour l'heure, deux structures à capitaux essentiellement ivoiriens s'en chargent, Sudco et Saf Cacao. Leurs produits, de la masse, du beurre naturel et des tourteaux de cacao. Ces deux établissements transforment environ 50 000 tonnes de cacao fève sur les 1 400 000 tonnes produits par la Côte d'Ivoire selon la Chambre de commerce et d'industrie. En Côte d'Ivoire, on dénomme 64 exportateurs, 13 usiniers, dont 2 nationaux. Et on retrouve Noël Niagno à l'Hôtel Ivoire pour les échos de la conférence mondiale sur le cacao.
1200 invités attendus. À l'arrivée, ils sont plus de 2000 selon les organisateurs. Tous les grands groupes sont présents à travers leur premier responsable. Au total, 30 personnalités de premier rang ont fait le déplacement d'Abidjan. Première nouvelle enregistrée à l'entame de cette conférence mondiale, le numéro 1 mondial du chocolat a annoncé des investissements de l'ordre de 50 milliards en faveur des producteurs ivoiriens. Il s'agit à travers ces investissements d'améliorer les moyens de subsistance et les conditions de vie des communautés sur une période de 5 ans. 10 000 petits producteurs sont concernés par ce projet. Rendez-vous demain pour d'autres échos de la conférence mondiale sur le cacao, toujours avec Noël Niagno. On part en Italie où le président de la République, Alassane Ouattara, était en visite. Au Vatican, le chef de l'État a été reçu par le pape Benoît XVI, avec qui il a eu des entretiens. Le président de la République a également rencontré la communauté Saint-Egidio à Rome. Faisons le point de cette rencontre avec Viviane Aimé. C'est avec une réelle émotion que la communauté de Sant'Egidio a reçu à son siège à Rome le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, qui tenaient à venir saluer le professeur Andrea Riccardi, premier responsable de la Sant'Egidio et actuel ministre de l'intégration et de la coopération dans le gouvernement italien. La communauté de Sant'Egidio, qui se donne pour vocation d'aider les personnes les plus faibles, les plus vulnérables et qui s'investit dans le règlement des conflits et le dialogue interreligieux, s'est vu décerner en 1999 le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La communauté qui œuvre dans le monde entier est présente en Côte d'Ivoire depuis 1980, où elle réalise de nombreuses œuvres sociales. Elle a aussi pris une part active au règlement des différentes crises sociopolitiques que la Côte d'Ivoire a connues depuis 2000. Forum pour la réconciliation nationale et tous les accords politiques de Marcoussis aux accords de Ouagadougou. Témoin de la vie politique nationale au cours des 20 dernières années, Sant'Egidio a très tôt perçu la justesse du combat politique du président Alassane Ouattara, alors dans l'opposition. De ce fait, Sant'Egidio lui a apporté son soutien au cours de sa longue marche pour l'accession à la magistrature suprême de son pays. En visite à Rome pour la première fois depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République tenait à témoigner sa reconnaissance à cette communauté et en premier lieu à son premier responsable, le professeur Andrea Riccardi, ministre de l'intégration et de la coopération dans le gouvernement italien. Prenant la parole en premier en qualité d'hôte, le professeur Andrea Riccardi a exprimé l'émotion de l'ensemble de sa communauté de recevoir le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a renouvelé la confiance que Sant'Egidio, depuis le départ, n'a cessé de placer en lui et dans son projet pour son pays, la Côte d'Ivoire, et partant pour toute l'Afrique. Vous avez souffert l'insulte, la violence sur votre famille, sur les militants de votre parti, mais vous êtes et vous étiez toujours un homme sage et prudent, savant mettre ensemble la sagesse, la prudence, mais aussi l'espérance de changer votre pays. Le président de la République, en réponse, a rendu hommage à Sant'Egidio pour ses nombreuses actions humanitaires dans le monde et pour le soutien qu'elle a apporté pour l'avènement de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Il a redit son ambition pour son pays et promis de ne pas décevoir les espoirs placés en lui. Je vous ai relaté mon histoire, si je peux m'exprimer ainsi, et vous m'avez compris tout de suite, et vous m'avez apporté votre soutien. Vous avez essayé de diffuser à travers le monde un peu ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et grâce à ce message, les choses ont commencé à changer. Et cette guerre que nous avons connue, nous en tirons les leçons. Parce que la guerre est une chose affreuse. Et notre responsabilité maintenant, c'est de faire en sorte que cela ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. En signe de reconnaissance à la communauté de Sant'Egidio,
La grande chancellerie de Côte d'Ivoire a élevé dans l'ordre national le professeur Andrea Riccardi et 4 de ses principaux collaborateurs. Il s'agit des professeurs Marco Impagliazzo, Mario Giro, Mario Garofalo et Roberto Zuccolini. Un dîner offert par la communauté en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara et son épouse est venu clore cette sympathique cérémonie. Retour en Côte d'Ivoire, direction Bondoukou, où la caravane de la solidarité et de l'amour initiée par la fondation Children of Africa a marqué un arrêt il y a quelques jours. Des dons ont été faits aux populations, valeur totale plus de 100 millions de francs CFA. Les explications de Jérôme Kofi Aboulin. La caravane de la solidarité et de l'amour initiée par la fondation Children of Africa de Mme Dominique Ouattara a marqué un arrêt le samedi 17 novembre 2012 à Bondoukou après l'étape de Tanda. Tout comme Abouna et Tanda, la présidente de la fondation Children of Africa a offert aux populations de Bondoukou des dons d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Outre ces dons, il y a la création dans les tout prochains jours d'un fonds destiné à financer les micro-projets des femmes dénommé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, si l'on en croit la directrice de cabinet de la Première Dame qui, au nom de Dominique Ouattara, a invité les femmes à prôner la paix pour permettre le développement. Bondoukou a été retenu comme une ville qui va avoir la somme de 100 millions de francs pour les femmes. Ces 100 millions de francs serviront à financer vos activités. Mais tout cela ne sera pas rentable s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas la paix sociale dans notre pays. C'est pourquoi la Première Dame m'a demandé de vous exhorter, de vous demander, chères sœurs, de vous impliquer dans le processus de réconciliation. Quant au ministre Kwasi Kobena Agumani, il a invité les populations à réserver un accueil chaleureux au couple présidentiel à l'occasion de la visite d'État prévue dans la région. Il a par ailleurs fait remarquer que ces dons sont les prémices du développement annoncé par le président Alassane Ouattara lors de la campagne présidentielle. Et voici l'itinéraire de la prochaine visite du chef de l'État dans le district du Zanzan, Abidjan, Akupé, Abangourou, Agnibilekro, Tanda, Bondoukou et Bouna. Eh bien, un long parcours pour arriver au chef-lieu de la région du Boukani. Notre équipe de reportage est allée jusqu'à Bouna en passant par ces villes citées. Elle nous rapporte les difficultés de cette route que les usagers appellent la route du calvaire. Reportage signé Eugène Atoubé. Des ouvriers en plein travail. Notre équipe de reportage en a rencontré 4 groupes entre Akupé et Abengourou en partance pour Tanda, Bondoukou et Bouna. Ce sont ces hommes qui sont chargés de nettoyer les emprises et les accotements de ce tronçon, parti d'une route non seulement en mauvais état, mais aussi rendue davantage difficile à pratiquer à cause de l'invasion des hautes herbes, des arbustes et des branchages de gros arbres qui ont fini par rétrécir la route. Depuis plusieurs semaines qu'ils sont en train de travailler là, le visage de ce tronçon a changé et la peine d'y circuler a été réduite de moitié. Aujourd'hui, vraiment, on est heureux. Je lance l'appel au président de la République pour qu'il pense aussi voir l'état de la route. De la manière ça a commencé, vraiment, ça nous plaît beaucoup. Nous le remercions beaucoup, mais que ça continue beaucoup plus. Opération de séduction ou action motivée par ce que l'on sait. La visite d'État dans le district du Zanzan du président de la République. La réflexion que l'on peut faire de ce qui est vu est la suivante. Seule la culture de l'entretien et du suivi permanent peut garantir à nos ouvrages et infrastructures construits à grands frais une durabilité dans le temps. Au-delà d'Akupé, entre la nouvelle survêtue d'Aniasoué et Abengourou, la preuve tangible. Ce tronçon, réhabilité par un revêtement de bitume il y a quelques mois, est déjà fortement dégradé. L'emprunté relève du parcours du combattant. Entre slalom et équilibrisme sur une route escarpée, on aurait dit que les engins à 2 roues souffriraient moins que les véhicules lourds ou légers. Et pourtant... À un moto, on n'est pas en l'aise, c'est pas facile. Voilà. À Niassoué, à Bangourou, en moto, on peut faire 40 minutes inéditant. Tu vas aller rentrer dans un trou, tu vas faire panne. Tu es obligé de garer, attendre la journée pour faire les choses, ton dépend et puis repartir. Le meilleur restait à venir. Et ce n'est pas le petit répit obtenu entre Sankadiokro et le village de Nyanda qui pouvait changer le cours de notre destin.
voyez les crevasses de la route, il y a des affaissements partout. Donc notre vœu le plus cher, c'est que le chef de l'État pense à nous en réhabilitant cette route-là qui mène vers Bondoukou. À Bengourou, à Nibelekro, route hideuse et susciteuse de larmes. Les propriétaires de ces deux véhicules, le minicar et le camion remorque, ne diront pas le contraire. Et pareil cas, on en trouve tous les jours. Les usagers de l'axe Anibelekro à Bengourou ne savent pas aujourd'hui à quel saint se vouer, tellement cette route est impraticable. Aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir quand vont commencer les travaux de sa réhabilitation. En attendant, ils sont sûrs d'une chose, cette route ne peut pas être empruntée la nuit et ils en sont conscients. Voilà, et c'était Eugène Atoubé dans le district du Zanzan. C'est une bonne nouvelle pour les enseignants de Côte d'Ivoire entrés en grève depuis hier pour revendiquer notamment des reliquats de salaire. Eh bien, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement se sont saisis du dossier. Des décisions ont été prises. On écoute la déclaration du gouvernement lue pour vous par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative au micro de Léon Brou et de Robert Conan. Ces derniers mois, des formations syndicales de fonctionnaires et agents de l'État, impatients de voir le gouvernement tenir les engagements pris par le régime précédent en 2007, ont multiplié les revendications sociales sur fond de grève. Soucieux du maintien d'un climat social apaisé, le gouvernement est entré en négociation avec ces organisations sociales. Mieux, il a initié le forum social pour adresser toutes les questions pendantes en vue de leur trouver des solutions consensuelles. En dépit de toutes ces dispositions, certains des syndicats concernés ont déposé un préavis de grève pour un arrêt de travail allant du 19 au 23 novembre 2012. Le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et la formation professionnelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le ministère de la Culture et de la Francophonie, le ministère des Sports et Loisirs, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, ont régulièrement rencontré ces organisations. Le pôle social, éducation, santé du gouvernement s'est également investi dans la recherche de solutions sur instruction du Premier ministre. Toutes ces actions tendaient à faire lever les mots d'ordre de grève. Au terme de ces négociations, le gouvernement a proposé le paiement 1. Des indemnités de directeurs d'école et de maîtres d'application au titre des années 2009-2010 pour 12 millions de francs CFA et 2010-2011 pour 603 millions de francs CFA en novembre et en décembre 2012. 2. Des indemnités d'études surveillées au titre de l'année 2009-2010 pour 320 millions de francs CFA en novembre et en décembre 2012. 3. Du reliquat de l'indemnité contributive au logement au profit des instituteurs d'un montant de 5 000 francs par instituteur à la fin du mois de janvier 2013. 4. De la moitié des 50% restants des effets financiers du reclassement des enseignants du secondaire général, technique, professionnel et du supérieur à la fin du mois de mars 2013. 5. De la moitié des 50% restants de la bonification indiciaire des enseignants et du reclassement des conseillers pédagogiques du préscolaire et du primaire à la fin du mois de mars 2013. 6. De la deuxième tranche du rappel du CAP 1988 à 1992 d'un montant de 2 milliards de francs CFA en 2013 et de la troisième et dernière tranche du même montant en 2014. D'une façon générale, le gouvernement a donné satisfaction dans le projet de loi de finances 2013 à hauteur de 75%
aux engagements couverts par un acte réglementaire. Ces propositions, faites à la dernière rencontre du samedi 17 novembre 2012 au ministère de l'Éducation nationale, ont semblé rencontrer l'adhésion des responsables syndicaux présents. Ils se sont retirés en promettant de faire le retour après avoir consulté leur base. Contre toute attente, les modèles de grève n'ont pas été levés. L'école a été paralysée. Dès le lundi du 9 novembre 2012, par de violentes méthodes empêchant enseignants, personnel administratif et élèves d'avoir accès à leur lieu de travail. Le gouvernement dénonce ces agissements contraires aux pratiques syndicales. Il invite les organisations concernées à se ressaisir et à lever leur mot d'ordre de grève. Il invite l'ensemble des enseignants à reprendre les cours. L'école a trop souffert des perturbations et des arrêts de travail intempestifs. Ces ajustements sont de nature à contrarier les ambitions de l'État qui s'est engagé à travers les investissements massifs consentis par le président de la République à améliorer la qualité de notre système éducatif. Le gouvernement, qui en ces moments difficiles a consenti d'énormes sacrifices pour faire face aux engagements du régime précédent, ne saurait tolérer davantage les dérives constatées. Fait à Abidjan le 20 novembre 2012, le gouvernement. Demain mercredi, dès 7h30 du matin, les enseignants sont appelés à reprendre les cours sur toute l'étendue du territoire et c'est l'appel lancé aujourd'hui par le syndicat des enseignants du primaire. Nous écoutons. Au terme des 4 heures de négociations que nous avons eues avec Madame le ministre de l'Éducation nationale hier, le gouvernement a décidé de payer le reliquat de l'indemnité de logement qui s'élève à un montant de 5 000 francs. Ils ont décidé également de payer 25% des 50% restants de la bonification du reclassement des conseillers pédagogiques et des enseignants. Ils ont décidé également de payer toutes les indemnités diverses, directeurs d'école, maîtres d'études surveillés, maîtres d'application pour les années 2009-2010 à 2010-2011. Également, ils ont décidé de pouvoir payer la deuxième tranche du rappel du CAP pour la période 2013 et la troisième tranche sera payée en 2014. Nous pensons que ce que nous avons obtenu nous a satisfait et donc à l'issue de l'Assemblée générale que nous venons d'organiser, à l'unanimité, les camarades ont décidé de suspendre le mot d'ordre de grève afin que nous puissions reprendre le travail dès mercredi 21 novembre 2012 à 7h30. Et avant d'aller pour les nouvelles à l'étranger, je vous livre ce communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Digbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs les députés, à une séance plénière qui se tiendra le mercredi 21 novembre 2012 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, examen et adoption des projets de loi suivants. Projet de loi des règlements 2011, projet de loi de finances rectificative 2012, projet de loi de modification de l'article 38 de l'annexe fiscale, projet de loi relative au mariage, projet de loi sur l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise. Signé le secrétaire général Kopi Aka Basile. Combat aux mains des rebelles du M23, la capitale régionale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, est tombée presque sans résistance ce soir entre les mains des rebelles. Selon l'ONU, les casques bleus contrôlent l'aéroport et le président Joseph Kabila appelle, lui, à la mobilisation de la population contre cette attaque. Il parade dans les rues de Goma. Après le rejet de l'ultimatum par le gouvernement congolais, les rebelles du M23 ont mis leurs menaces à exécution. Après avoir mis l'armée en déroute, ils ont pris le contrôle de Goma et de l'aéroport. Dans la ville aux mains des rebelles, les habitants sont inquiets. Les militaires sont partis, il n'y a plus personne. Kabila nous a lâchés, donc qu'est-ce qu'on va faire? Fuir, avec au mieux un pactage. Malgré la présence des casques bleus censés les protéger, ils sont des milliers à quitter la ville. Des civils paniqués par les combats de ces derniers jours qui vont chercher refuge de l'autre côté de la frontière, au Rwanda voisin.
À Goma, l'armée congolaise arrête tous ceux qui parlent Kinyarwanda. Ils disent qu'il faut les tuer parce que la guerre vient du Rwanda. Le Rwanda et son président Kagame, clairement désigné par le gouvernement congolais comme l'agresseur qui manipule les rebelles. Depuis la capitale Kinshasa, les autorités demandent aux Congolais de se mobiliser pour défendre la souveraineté du pays. Nous pensons que le premier objectif de cette folie du président Kagame et de son gouvernement, c'est d'empêcher le déploiement de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et nous, parce que ça va l'empêcher de continuer sa guerre. Cette crise était au cœur de la rencontre aujourd'hui à Kampala entre le président Kabila et son homologue ougandais Yoweri Museveni. La communauté internationale de son côté a vivement condamné cette offensive rebelle. Et ajouter que le Conseil de sécurité de l'ONU étudiait ce mardi une résolution présentée par la France pour imposer de nouvelles sanctions contre des dirigeants du M23 et condamner tout soutien extérieur apporté à la rébellion sans toutefois nommer de pays précis. Et on va se séparer, mais retenez que ce qui retient l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture ce matin de la première conférence mondiale sur le cacao par le président de la République, Alassane Ouattara. Les experts ont été invités par le président de la République à trouver des pistes de solutions pour une filière cacaoyère durable et répondre ainsi à la demande des pays émergents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain à 6h30, vous serez en compagnie d'Evelyne Debazegua. À 20h, David Mobio. Moi, je vous retrouve à 23h.